Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick-or-treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais rêver. Bonjour à tous et bienvenue dans la table de l'horreur. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu cette musique d'intro là, parce qu'il y a eu l'été, c'était les vacances et tout ça, mais là c'est la rentrée. Et écoutez-moi, pour la rentrée, j'ai décidé de tester une nouvelle formule. Le podcast est très jeune, j'essaie encore de trouver ma propre formule et je pense avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle formule. Donc maintenant, on va rester sur un rythme mensuel, sur la fin de mois. Et chaque fin de mois, du coup, je vais passer en revue tous les films de genre que j'ai vus durant le mois. Et je vais les aborder un par un. Et j'ai choisi de faire cette formule-là parce que je trouve que ça me permettra peut-être de ratisser plus large. Parce qu'avec les anciennes formules que j'ai testées, on se confinait à un sujet. En fait, j'ai envie de parler de beaucoup de choses. Et je trouve que dans le fait d'aborder plusieurs films, va me permettre justement de ratisser large dans ma passion, en fait, dans le cinéma d'horreur. Donc c'est parti pour cette première émission de cette deuxième, entre guillemets, année du podcast avec cette nouvelle formule. Je vais commencer par faire un sommaire. Je vais vous énumérer tous les films qu'on va voir aujourd'hui, dont je vais parler aujourd'hui. On va commencer par Evil Dead Rise. Ensuite, on verra un court-métrage. On parlera d'un court-métrage qui s'appelle Ek. Ensuite, on va aborder la suite du court-métrage. En fait, le court-métrage a engendré un long-métrage par le même réalisateur, la même forme et tout ça. Il s'appelle Skinamarink et le nom en français c'est The House, donc un peu moins classe. Ensuite, on repart sur un court-métrage qui s'appelle Ciné Dead. Donc oui, il y a pas mal de courts-métrages dans le lot parce que je regarde pas que des longs-métrages. Le midi, des fois, au travail, j'aime bien regarder des courts-métrages. Donc voilà. Quand je vous disais qu'on allait ratisser large dans cette nouvelle formule, voilà, même dans la forme des films, on va voir plusieurs choses. Ensuite, nous allons voir un long-métrage qui s'appelle Butt Boy. Donc Butt, le butt derrière, donc Butt Boy, vous allez vite comprendre pourquoi ce film s'appelle comme ça. Et on va terminer par Scream 6. Donc c'est un beau programme pour aujourd'hui, pour cette première émission de cette saison. C'est parti et on commence avec Evil Dead Rise. Ça va, Frangine? J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. When I was just a little girl, I asked my mother, Qu'est-ce que c'est, Dani? Je l'ai trouvé. what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Avant d'aborder ce premier film, j'ai envie de vous parler de mon rapport avec la saga Evil Dead. Cette saga-là, je pense que c'est ma saga horrifique préférée, ou l'une des sagas horrifiques préférées.
Tout simplement parce qu'elle me fascine depuis que je suis tout petit. La première fois que j'ai été mis face à Evil Dead, c'était quand j'étais tout petit, dans le rayon DVD de Auchan. J'avais dans les mains le DVD de Evil Dead 2. Et avec la jaquette, c'était avec la tête de mort et les yeux qui te regardent en fait. Et j'ai été fasciné parce que je savais pas du tout de quoi parlait le film et je me suis imaginé pendant très longtemps que pouvait signifier cette tête de mort avec des yeux qui sont vivants. Donc le titre Evil Dead et tout ça, c'est très mystérieux. Et je crois que j'ai vu, la première fois que j'ai vu un film Evil Dead, c'était Evil Dead 1. C'était au collège. Et je l'avais regardé sur YouTube parce qu'il était disponible sur YouTube en entier. Et j'avais adoré. J'avais pris une sacrée claque. Puis après, j'ai vu Evil Dead 2. Et c'était... Je me suis demandé qu'est-ce que je regardais. J'ai pas compris le film sur le moment. J'ai adoré le visionnage. Et c'était la première fois que j'étais confronté à de l'horreur, mais de l'horreur au second degré, qui essaye de te faire rire, de te terrifier en même temps. C'était très spécial, mais j'avais adoré. Et ensuite, j'ai vu Evil Dead 3, que j'avais moins aimé à l'époque. Je vous l'avoue, je l'ai revu depuis, et j'ai plus adoré le revoir. Mais c'était une déception la première fois que je l'ai vu. Parce qu'il part carrément... Sam Raimi, pardon. J'ai même pas parlé de qui a créé cette saga. Donc c'est toute la saga, la tête pensante derrière cette saga, c'est Sam Raimi. Avec aussi Bruce Campbell, l'acteur principal, qui a beaucoup apporté au film. Il a mis son empreinte dans les films. Donc la trilogie, dans sa globalité, pour moi, c'est quelque chose de culte. Vraiment culte. Qui... Peu importe tes genres préférés dans le cinéma d'horreur, t'es obligé de passer par les Evil Dead. C'est quelque chose, maintenant, c'est limite religieux dans ce cinéma. Et puis, il y a eu l'annonce d'un remake. C'était c'était la fin un peu de la période des années 2000 avec tous les remakes, Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux. Il y avait des bons trucs comme La colline à des yeux ou La dernière maison sur la gauche. Il y a eu de très mauvais trucs comme Mirrors ou j'en passe. Les Freddy, Vendredi 13, tout ça, ça a été remaké d'une manière horrible. Mais Evil Dead, le remake de 2013, c'est tout simplement mon film d'horreur préféré. J'avais pris une claque immense, mais immense. J'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'était un rythme de malade. Le gore en dur qu'on sentait bien, c'était magnifique. Le rythme, oh mon Dieu, le film ne s'arrête jamais. La photographie est magnifique. Les musiques sont somptueuses. Les musiques, à chaque fois que je faisais un court-métrage d'horreur et tout ça, on prenait les musiques de ce film-là. Donc, les musiques m'ont marqué. Tout m'a marqué dans ce film. Et... après, il y a eu un long moment de silence et il y a eu la série Ash vs Evil Dead qui marquait le retour de Sam Raimi à la caméra, le retour de Bruce Campbell et c'était jubilatoire cette série. Oula, je crois que je l'ai mal dit. Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ça a duré 3 saisons et franchement, c'était des courts épisodes à chaque fois, mais bordel, les trouvailles de mise en scène dans cette série... Ouah, ça passait en même temps que The Walking Dead qui était sur le déclin là. Et putain, ils ont pris une claque The Walking Dead quand il y a eu Ash vs Evil Dead. Je vous conseille cette série qui est très drôle, très gore, très maîtrisée. De bout en bout, il n'y a pas de temps mort. L'histoire se barre en couille. C'est très 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 drôle. Et ça revenait aux origines en plus de Evil Dead avec les clins d'œil et tout ça. Je pensais que ça allait faire le lien avec le remake. Mais non, le remake restait à part. Même... Dans le remake, il y a une scène post-générique qui sert pas à grand chose parce que ça n'a pas bougé depuis. Mais bon, on le met là comme ça. Et donc, cette saga fait un grand retour cette année avec Evil Dead Rise, donc sorti en 2023. C'est réalisé par Lee Cronin. Ok, donc Lee Cronin, il avait fait quelques courts-métrages avant, qui étaient restés dans l'horreur. C'est un peu le même parcours que le réalisateur Fede Alvarez du remake, qui s'est fait repérer avec des courts-métrages et hop,
on le met sur Evil Dead. Ça avait super bien marché pour le remake de Evil Dead. Donc là, j'étais pas inquiet pour celui-là. Malheureusement, je ne l'ai pas vu en salle. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'à cette époque-là, j'habitais encore en campagne. Du coup, pour aller au cinéma, c'était un peu relou avec le travail. Donc je me suis rattrapé. Je l'ai vu en Blu-ray 4K. Et comment dire, c'est toujours une main claque. Donc je vais vous raconter l'histoire. Alors, enfin, on va aborder le film après une grosse intro. Alors, le film raconte les retrouvailles de deux sœurs qui ont été séparées parce qu'il y en a une des deux qui fait partie d'un groupe de métal, donc qui est souvent en tournée, tout ça. La sœur musicienne revient à la maison. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elle s'est aperçue qu'elle n'était pas très présente alors que sa sœur avait besoin d'elle. Et là, il y a un tremblement de terre dans la ville et les enfants qui partaient chercher des pizzas dans le parking souterrain découvrent une pièce cachée dans le sous-sol avec un livre, le livre des morts, The Book of the Dead. Ils découvrent aussi des vinyles et malheureusement le prêtre qui enregistrait sur ces vinyles récite l'incantation qui va réveiller les démons et prendre possession de la mère. Donc la sœur, la tante du coup, va devoir protéger ses neveux et nièces. Ce film dure 1h30, un peu comme le remake. Donc première originalité dans la saga au niveau des longs métrages, je précise, ce film se passe en ville dans un immeuble. Et ça m'a beaucoup rappelé un film des années 80 qui s'appelle Démon, on va le dire en français, Démon 2, qui se passait aussi dans tout un immeuble. Mais là, du coup, je craignais en fait, pas une sorte de copier-coller, mais qu'on s'apercevait trop que ce film emprunterait à Démon 2. Mais non, Evil Dead Rise, en fait, il a sa propre identité. Il s'inscrit dans la saga, mais pas de manière prétentieuse en fait. Il a la même démarche un peu que le remake. Il veut pas trop toucher aux films originaux. Il veut créer sa propre histoire en utilisant un peu les codes, en les détournant un peu. En fait, il va utiliser les schémas, les codes et les aspects de la saga et s'amuser avec, comme le faisait le remake en fait. Le film va te surprendre, etc. Et punaise, c'est encore réussi. Cette saga, Evil Dead, jamais ne se plantera. C'est fou. J'ai adoré. Je peux lui reprocher un peu trop d'effets numériques, mais le film est tellement bien éclairé. Je fais une mention spéciale au décor. Le décor de l'appartement de la famille est super bien travaillé. Tu sens qu'il y a eu de la vie dedans et que tu chopes l'appartement en fin de vie, quoi. Il est un peu en bordel, mais tu sens vraiment que c'est un déménagement et ça se voit que c'est pas un décor de cinéma, genre c'est un appart, quoi. Et ça permet vraiment d'ancrer les personnages dans le décor et t'y crois en fait, t'y crois. Les acteurs et les actrices sont très 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 doués. La musique m'a moins marqué que le remake, mais était efficace. Les effets gore quand ça arrive, ça fait mal. Et croyez-moi, personne, je dis bien personne n'est à l'abri des démons. Dans celui-là, les démons, bon Dieu, qu'est-ce que c'est, ils sont encore plus psychopathes. Les Deadites, on appelle ça les Deadites dans la saga. Franchement, très réussi, très effrayant. Les maquillages sont très réussis aussi. Les voix, le mixage sonore de ce film-là est une merveille. Une merveille. Regardez-le avec un casque ou un home cinéma, mais vous allez être terrifié par le mixage sonore. Donc c'est un film encore sans temps mort, le rythme est soutenu, il y a une bonne mise en place, pas trop longue, pas trop courte, t'apprends à connaître chaque personnage, le film met en place plusieurs éléments via le décor, via les persos aussi, et tout prend sens après, tout s'enchaîne avec un rythme effréné, ça va très très vite, tu vois pas le temps passer. Le monstre de fin est quelque chose d'assez inédit dans la saga, et il y a un peu de Lovecraft dedans, là, une bête un peu difforme et tout ça, c'était très original, très bien fait, et j'ai eu peur qu'ils en montrent un peu trop, mais non, ça allait, ils ont montré
pile poil ce qu'il fallait. Donc Evil Dead Rise, c'est un de mes coups de cœur de l'année niveau film d'horreur, encore avec cette saga. Franchement, sautez dessus, sautez sur cette saga. Je lui ai mis une note de 4,5 sur 5 sur Letterboxd. Et franchement, non, c'est une très bonne surprise. J'avais pas peur quand je suis allé le voir. Enfin, pas peur dans le sens je m'attendais pas à quelque chose de mauvais. Le film est très réussi, je suis content. Voilà, j'ai vu mon bon Evil Dead. C'est pas révolutionnaire, mais ça ne veut pas être révolutionnaire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Evil Dead. Sautez dessus, vous allez voir. Pour Halloween qui approche, c'est parfait. Même s'il faut avoir le cœur accroché au niveau du gore, oui, je vous préviens. Passons au film suivant. Maintenant, je vais essayer de faire un tir groupé parce qu'en fait, les deux prochains films sont très liés parce que c'est fait par le même réalisateur. On va parler des deux films de Kyle Edward Paul. In this house. In this house. In this house. On va commencer par son court-métrage Ek qu'il a fait en 2020 et c'est très spécial, donc je vais essayer de vous expliquer en quoi consistent ces films à lui, quelle forme ils ont. Donc il a décidé de faire un court-métrage en fait sur un peu du point de vue des enfants et comment tu ressens les cauchemars. Et le premier court-métrage, il dure 28 minutes et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui se réveille au milieu de la nuit et qui est un peu perturbé, qui entend des bruits bizarres, la télévision de sa mère, des choses comme ça en fait. Il entend des voix, des bruits étranges et tout ça c'est mis en image d'une manière très spéciale en fait. Et je vous préviens, si vous allez voir, c'est sur YouTube, le court-métrage est sur YouTube, s'appelle Ek, H-E-C-K. C'est très spécial parce qu'en fait, il fait des plans d'une qualité de type VHS, donc avec beaucoup de bruit, beaucoup de grains, c'est très pixelisé. Et il fait des plans en fait, comment dire, il va faire de longs plans, des gros plans, des choses comme ça, sur des objets en fait, sur par exemple une petite voiture, la télévision avec un dessin animé qui passe, il va faire un plan sur un placard dans la pénombre, les images sont très sombres, on est limite à la vision nocturne en fait, c'est très bleu, très caméra, un peu Paranormal Activity, mais en très pixelisé et en plus perturbant. Donc il utilise des gros plans très longs sur de la pénombre, par exemple une porte entrouverte et tu vois pas l'intérieur de la pièce, tu vois juste l'extérieur, genre le couloir avec la porte un peu ouverte. Et aussi il va jouer avec le son. Donc il va jouer avec une distorsion du son et ça te crée une ambiance sonore très particulière. Même la voix, elle est un peu, elle aussi, elle a une distorsion en fait. C'est comme si t'étais dans la tête du gamin, mais tu vois, t'es enfermé dans la tête du gamin en fait. C'est comme si y a un espèce d'écho qui fait que t'as l'impression d'être enfermé dans une pièce et que t'entends les voix qui sont dans une autre pièce en fait. Ou alors comme si t'étais dans l'eau. Et c'est très très perturbant. Donc t'es à la limite. C'est un peu comme un état de flottement mental en fait. Moi j'ai vraiment eu l'impression de regarder une retransmission des moments où tu sais t'es un peu tu viens te réveiller d'un rêve et t'es un peu t'es encore un peu endormi en fait, t'es dans cette entre-deux entre le réveil et le sommeil. Et le film, il arrive à retransmettre ça à l'image, mais d'une manière très simple et très efficace en fait. Et tout ça, ça fait appel un peu à l'imaginaire de l'enfance en fait. Cette forme
de métrage est très en lien avec nos peurs d'enfance, en fait. La peur du noir, voilà, en fait, c'est vraiment cauchemardesque. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des plans inhabituels, en fait, des très gros plans sur des objets, et ça crée un malaise. Par exemple, tu vas avoir un plan sur une petite voiture, au bout d'un moment, avec des bruits étranges, tu seras mal à l'aise, ou même sur une télé, en fait. Et en fait, le pire, c'est qu'il insiste dessus, en fait. C'est ça qui est perturbant. Typiquement, tu vas voir un plan d'un placard, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ça dure. Le plan est fixe, hein. Ça dure longtemps, t'entends des choses étranges. Et voilà, en fait, ça donne quelque chose de très effrayant. Donc, si vous avez peur du noir, ou si vous aviez peur du noir, voir ce film, c'est un peu une épreuve, en fait. Et narrativement parlant, en fait, le film se construit petit à petit. Parce que l'histoire n'est pas explicite, t'as pas des dialogues, en fait, t'as pas deux personnages qui se parlent l'un à l'autre. C'est très perturbant, en fait, c'est à toi de te faire l'histoire avec ce qu'il te donne, en fait. Et t'es perdu comme le petit garçon qui sait pas ce qui lui arrive, qui cherche quelque chose. Et c'est très perturbant, faut réussir, faut faire l'effort de rentrer dans cette narration. C'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut faire un effort, c'est très spécial, c'est pas commun du tout. C'est la première fois perso que je vois un film comme ça, et pourtant, j'en ai vu des found footage un peu spéciaux, tout ça, mais ça, c'est la première fois que je vois ça. Ça me fait penser un peu aux terreurs nocturnes et au documentaire The Nightmare qui était dispo sur Netflix, fut un moment. Et voilà, en fait, c'est très spécial, c'est une bonne expérience, ça dure 28 minutes. Et pour moi, ça vaut le coup, en fait, de rien tester, et vous allez très vite voir si vous êtes réceptif ou pas. Si au bout de 10 minutes, vous n'êtes pas réceptif et vous faites chier devant ça, bah perdez pas votre temps et arrêtez, quoi. Mais si vous faites l'effort de rentrer dedans, il y a quelques moments qui peuvent vous terrifier, en fait. Surtout à la fin, parce que ça monte crescendo quand même. En fait, le film, il a une période pour vous habituer, en fait, à cette forme narrative. Et une fois que tu es habitué, ça y est, il balance des trucs. Mais c'est très subtil. Il va vous faire des trucs très subtils. C'est pas de l'horreur. Il n'y a pas de screamer, des trucs comme ça, en fait. Donc, je vous conseille vraiment de le voir. Et vous allez voir que c'est subtil dans le fait où tu vas être à l'affût de chaque mouvement, en fait. Parce que tu es habitué à des trucs fixes. Mais à chaque fois que quelque chose va bouger, même si c'est tout petit, hein, et bah là t'es terrifié, tu vois qu'il y a quelque chose de pas normal. Par la suite, le réalisateur Cal Edward Ball a adapté son court-métrage en long-métrage avec un film qui s'appelle Skinamarink. Donc Skinamarink, c'est le nom d'une comptine américaine. Par contre, en France, le film s'appelle The House. C'est un peu moins bien. Alors le film reprend un peu la même histoire que le court-métrage, donc ça raconte l'histoire, entre guillemets, que deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu. Et les toilettes aussi. Je me permets de spoiler cet élément-là, mais les toilettes ont disparu. Bref, le film dure 1h40. Je vous dis ça d'entrée de jeu, ok ? Donc, le film reprend les principales qualité du court-métrage, donc c'est la même forme de mise en scène, etc. Le même genre de distorsion du son, même ambiance sonore, etc. Avec des trucs en plus comme une voix un peu rauque de démon, etc. Mais j'ai moins apprécié le visionnage du long-métrage. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. En gros, cette forme de mise en scène, c'est parfait pour un court-métrage, mais pour un long-métrage, c'est trop long. Je vous dis clairement, c'est trop long. La mise en place est beaucoup trop longue. C'est très bizarre, parce qu'en plus de ça, tu as des codes un peu du cinéma d'horreur un peu classique qui s'immiscent en fait dans le film. Et ça fait un effet bizarre. Donc en gros, il y a des jumpscares.
Et je sais pas, ça fait bizarre en fait. Quand t'as vu le court-métrage avant qui se suffisait à lui-même, qui était simple, qui était vraiment original de A à Z, et là en fait, t'as l'impression comme si t'avais Jason Blum qui était venu et tu dis bon bah tu vas me mettre un jumpscare ici, un jumpscare là. Et c'était dommage en fait. Je trouvais que le film n'allait pas à 100% dans sa démarche. Et vous me direz peut-être c'est bien parce que sur 1h40, en fait, c'est pas possible de maintenir la même forme de mise en scène que le court-métrage. Mais je trouve ça dommage. Limite, le film aurait duré 1h, 1h10, ça aurait été nickel. Mais 40 minutes, c'est beaucoup trop long. En fait, les 30 minutes du court-métrage, c'était parfait. Le film reste effrayant de temps en temps. T'as des élans d'horreur. C'est vraiment terrifiant parce que c'est de l'horreur hors champ. T'entends des cris. Et même parce que les paroles que dit le petit garçon, la petite fille, ou même l'espèce de démon bizarre, on sait pas. Et il y a des moments horrifiques où je parle d'un couteau et d'un œil, mais voilà quoi. Ça peut terrifier. Ça m'a pas terrifié parce que j'ai été habitué à cette forme de mise en scène. C'est très vite redondant quand tu as vu le court-métrage, c'est dommage. Je sais pas c'est quoi le mieux entre direct voir le long-métrage ou rester au court-métrage, mais il y a des choses qui étaient un peu redondantes. Par contre, on sent qu'il a eu plus de moyens parce que la fin est beaucoup plus onirique et moins tape à l'œil. Bizarrement, elle est moins tape à l'œil que le court-métrage. Et en gros, il t'offre des sortes de tableaux oniriques très effrayants avec pareil, encore une longue mise en scène qui prend son temps d'installer une ambiance morose. Donc je vous conseille quand même de voir ça. Si vous avez kiffé le court-métrage, regardez-le. Vous êtes peut-être plus réceptif au niveau de la lenteur que moi, parce que moi, j'ai trouvé franchement, la mise en place était trop longue. Beaucoup trop longue. En fait, t'es vite pris dedans. Alors, vu que j'ai vu le court-métrage, peut-être ça m'a paru assez lent parce que je savais ce que le film allait m'offrir. Donc, voilà. Mais il est quand même flippant. Je comprends les gens qui peuvent être très terrifiés. Si vous avez encore peur du noir et tout ça, comme le court-métrage, vous allez être terrifiés. Et voilà ce que j'ai à dire pour Skinamarink et Ek du coup. Donc j'ai hâte de savoir ce que le réalisateur va faire par la suite. Est-ce qu'il va rester dans cette forme de mise en scène et la peaufiner? Je sais pas. Est-ce qu'il va s'attaquer à un film un peu plus classique? Je sais pas, je regarderai par curiosité parce que ça m'a l'air d'être un mec qui a pas mal d'idées et nous on aime ça, les gens qui ont des idées de mise en scène qui offrent des choses différentes. Donc voilà, je vous les conseille. Skinamarink c'est dispo sur Shadows et Egg sur YouTube, donc voilà, si vous avez Shadows, regardez-le. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant est encore un court-métrage disponible sur YouTube et fait par des Français que j'ai déjà rencontrés d'ailleurs. Et le film s'appelle Ciné Dead. Donc vous tapez Ciné Dead sur YouTube et vous regardez, ça dure 25 minutes et vous allez voir ce que c'est de l'horreur fun. Bref, c'est réalisé par Thibaut Turcas et comment dire, j'ai adoré. Ça raconte l'histoire d'un photographe qui fait un shooting avec un appareil photo pas très normal et tout le monde commence un peu à se transformer en zombie dans l'immeuble et ça part en cacahuète, on va dire. C'est un court-métrage, on va dire amateur, très drôle. Les acteurs sont en roue libre, mais la roue libre qui fait du bien à voir, c'est très fun à regarder. Mention spéciale à Anthony Darche, c'est un acteur que j'adore. Regardez Les Vilains, regardez Partenaires particuliers, vous allez vous marrer. C'est des films qui sont dispo gratuitement, je crois que c'est sur le site de Any Given Film. Le film en lui-même a beaucoup de références, des références à Démon, à Evil Dead, des trucs comme ça, même Insidious, il y a même des références à Insidious, ou alors c'est pas voulu, mais moi en tout cas j'ai vu des références à Insidious. Le film est très drôle, c'est très communicatif en fait, parce que tu vois la passion, tu vois qu'il y a pas beaucoup de moyens, même si des fois tu te dis mais attends, comment ils ont fait ça, parce que c'est vachement bien foutu là. Donc c'est un film très communicatif dans l'horreur et c'est bien fait. Le gore est bien fait, les acteurs jouent bien. Donc voilà, ça vaut le coup. Regardez-le, c'est 25 minutes, c'est fun. Franchement, regardez-le.
j'ai pas grand chose à dire. J'ai kiffé, regardez ça, voilà. Ciné Dead sur YouTube, regardez, je vous en conjure. Et regardez le travail des personnes qui ont participé à ce film-là. Je sais, mention spéciale à Vincent Lecroc qui fait une apparition en médecin très drôle. J'adore. Donc voilà, s'il vous plaît, regardez ce film, rigolez. Par contre, c'est gore, je préviens, oui, c'est gore. Voilà. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant qui est aussi un peu what the fuck, hein. Vous allez voir, là c'est un peu... Vous allez demander pourquoi je regarde des films comme ça. Je vais essayer de vous expliquer. Le film suivant s'appelle Butt Boy. Donc Butt, B-U-T, Boy. So what do you do? Detective. You look like every detective ever. Oh, yes? Ow. Just get the greasy hair and the earring. Looks good. You look good. What about you? What? What do you do? Potential tragedy strikes Critica County today as law enforcement have yet to make any headway on the missing child that vanished from Cathman Park this morning. So you're asking me to go off this theory you got about a white married male who happens to be a father living in the suburbs of Critica County, who also happens to be your AA sponsor, has been secretly running around, cramming objects, animals, and children up his ass. Then he somehow digests them, and he does this in sprees, almost in serial killer fashion. Is that about it? Uh-huh. Je vous raconte l'histoire. Je vous raconte juste l'histoire comme ça. Le détective Fox aime le travail et l'alcool. Après être allé aux Alcooliques Anonymes, son parrain, Chip, devient le principal suspect dans son enquête sur un enfant disparu. Fox commence à croire que les gens disparaissent dans les fesses de Chip. Voilà. voilà le pitch de base. C'est réalisé par Tyler Cornack. Tyler Cornack qui joue le rôle de Chip, donc le tueur qui aspire les gens par son cul. Comment dire ? Alors, c'est un film très surprenant. Donc je vous ai raconté l'histoire et vous dites mais c'est quoi ce film ? Et en fait, c'est du what the fuck, mais du what the fuck sincère. C'est assumé et c'est soigné. Tout est soigné dans ce film-là. L'écriture, la musique, l'acting, la photo, tout est fait avec du sérieux et ça marche parce que je vous jure que quand le film commence, t'es à fond dedans. T'es vraiment à fond dedans. Tu suis l'enquête du flic, Fox. T'as envie qu'il arrête Chip. Mais Chip, il est un peu touchant parce qu'il a un peu une vie de merde. Donc, tu vois, t'es pris entre un entre deux. Mais en fait, le film est traité avec un sérieux et avec une sincérité tellement bien foutue. Et bah, t'y crois, quoi. T'y crois au film. Et tu kiffes le visionnage. Donc voilà, je vous conseille Butt Boy, j'ai découvert ça sur Shadows, c'est fou. On voit pas de film comme ça, c'est très original, un pitch comme ça. Et franchement, ça vaut le coup, je vous jure que c'est pas mauvais. Et voilà, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre, j'ai pas envie de décrire certaines scènes, j'ai envie que vous découvrez comment tu peux mettre en scène une histoire comme ça, avec c'est du premier degré en plus, donc c'est très surprenant, mais tu t'habitues très vite au ton du film. C'est une ambiance années 90, c'est un peu comme les films de flics un peu noirs à la Seven et des trucs comme ça, donc c'est très surprenant, mais tu rentres dedans et ça c'est cool. J'ai adoré le visionnage de ce film, je suis resté en haleine jusqu'au bout. La résolution finale, par contre, pour le coup, est très drôle. Donc, je vous conseille Butt Boy. J'ai remarqué que plus j'avance dans l'émission, et moins je prends de temps sur les films. C'est bizarre. Non, mais là, c'est pas un film non plus. C'est pas un chef-d'œuvre, non, quoi. Mais c'est très fun à voir. Donc voilà. Je vous rassure, c'est pas gore, c'est pas voilà, c'est très sobre dans le gore.
C'est pas humour pipi caca non plus, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est fait avec sérieux, c'est fait avec sérieux. Donc voilà. Et en plus, chose très bien, le film commence un peu avec l'origin story du vilain, parce que c'est un mélange un peu de film de policier avec un peu de chouïa de film de super-héros. C'est très, très spécial. Bon bref, je vous gâche pas la surprise, je vous laisse découvrir le film si vous voulez le voir. Donc si vous n'êtes pas abonné à Shadow, je pense que le film, on peut le louer sur n'importe quelle plateforme de VOD, Prime Video, Apple TV, etc. Donc je vous conseille de le voir. Voilà. On passe au film suivant, ce sera le dernier de ce podcast. Voilà, allez, tout de suite, maintenant, tout de suite. Allez, j'arrête de dire ça. Maintenant. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça, et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être, mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gale. Moi, je suis différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard. Alors, vous allez voir que je suis quelqu'un de très organisé parce qu'on a commencé cette émission avec une des sagas horrifiques les plus connues et on va terminer cette émission avec une autre saga, l'une des plus connues du cinéma d'horreur. On va parler de Scream 6. Donc, comme pour Evil Dead, je vais un peu vous expliquer mon rapport avec Scream. Donc, Scream, le premier, c'est réalisé par Wes Craven. Wes Craven, tout comme Sam Raimi, c'est un des maîtres de l'horreur, un de mes réalisateurs préférés. J'ai pratiquement vu tous ses films et j'ai pratiquement tout adoré. Franchement, ils sont rares les mauvais films de Wes Craven. Hein. Genre La Colline des Yeux 2, c'était pas ouf, voilà, je peux vous le dire. Mais du coup, le premier Scream pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce film. Putain, le premier Scream. Oh là 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 là. C'est tout ce qu'on peut aimer dans le cinéma de Wes Craven, un peu subversif. Il l'avait déjà fait. C'est sorti avant ou après Freddy sort de la nuit? Je crois que Freddy sort de la nuit, c'est sorti après, je crois. Non, avant. J'arrête de dire des bêtises. Donc, un peu la mise en abîme, il casse un peu le 4e mur. Le premier Scream, c'était très révolutionnaire pour l'époque. Il avait relancé la mode du slasher. C'est un film culte, voilà. Et même si vous n'aimez pas trop le cinéma d'horreur, je vous conseille de voir Scream parce que c'est un film qui s'amuse avec les codes du cinéma d'horreur, en fait. Donc, c'est très bien, c'est très ludique. Et donc, après, il y a eu Scream 2. Scream 2, faudrait que je le revoie, mais j'avais pas trop... C'est pas que j'avais pas aimé, mais voilà, je l'ai regardé. Voilà, j'ai regardé Scream 2. Scream 3, je me suis un peu ennuyé devant. Scream 4, j'adore Scream 4. J'adore vraiment ce film-là. Il était sorti pendant la vibes des remakes et aussi de l'explosion du fan footage. Et Scream 4 joue avec ça. Et c'est toujours réalisé par Wes Craven. Les 4 premiers Screams sont réalisés par Wes Craven. Et tu sens la maîtrise du bonhomme, quoi. Alors qu'en 2011, je crois que c'est 2010 ou 2011, je sais plus. Et ça tenait encore la route. C'est un de mes préférés, Scream 4. Après, il y a eu Scream tout court. Scream tout court, en fait, c'est Scream 5, mais il s'appelle juste Scream. C'était une sorte de reboot, je sais plus comment... Requel, voilà. Requel, c'est qu'en fait, tu fais une sorte de reboot, mais qui est aussi une séquelle, parce qu'il tient en compte la saga d'avant. Et en fait, Scream 5, ce qui était le plus réussi, c'était la mise en abîme, en fait. Donc, par contre, Wes Craven étant décédé, c'est 2 réalisateurs qui ont pris le pas sur la réalisation. C'est Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette. Je sais pas si on dit Gillette, Gillette, aucune idée. C'est un duo de réalisateurs que j'aime pas mal, qui ont réalisé Wedding Nightmare et VHS.
Je crois qu'ils ont fait d'autres trucs. Ils ont fait aussi 6666 Road. Oh putain. La route 666. Ils ont aussi fait, malheureusement, The Baby, un fan footage vraiment mais pourri. C'était naze. Mais le reste de leur filmographie est vraiment très cool. Donc j'étais pas inquiet pour Scream 5, pardon. Et Scream 5, en fait, il était efficace. C'était un film très efficace. En fait, il jouait beaucoup avec cette mise en abîme. En fait, il se moquait... Non, c'est pas qu'il se moquait. Mais en gros, il expliquait bien son concept de requel, en fait. Reboot, sequel. Et c'était bien foutu. Les nouveaux arrivants, les nouveaux personnages étaient bien écrits. Même si c'était... comment dire ? C'était le b.a.-ba quoi, des persos. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Donc dans Scream 5 aussi, ça marquait... parce que comme c'était un requel, entre guillemets, t'avais le cast original qui revenait. Donc t'avais Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Et c'était réussi leur comeback, c'était réussi. Donc Scream 5, c'était un film aussi... c'était très fun à voir parce que les refs et tout ça, c'était très fun à voir, très ludique comme le premier Scream un peu. Et c'était cool. Ça arrivait pas à la cheville de Wes Craven niveau mise en scène, mais tu prenais plaisir à voir Scream 5. Même pas un an après, arrive Scream 6, donc cette année en 2023. Comme entre Scream et Scream 2, je crois qu'il n'y a même pas eu un an entre les deux, pareil. Donc cette fois, pour la première fois de la saga, tout comme Evil Dead, le film se passe à New York. Plus à Woodsboro, parce que tous les autres films se passaient à Woodsboro, sauf celui-là, c'est à New York. Et comment dire, la scène d'intro qui te place, qui te met en scène vraiment le but d'un Scream à New York est dantesque. J'ai adoré la scène d'intro, elle est complètement folle. Et j'ai pas envie de spoiler, mais en gros, le film te surprend dès les premières minutes. Il te fait un truc, tu dis, wow, ok, c'était jamais arrivé dans la saga, mais, parce qu'il y a un mais, dommage que le film ne continue pas dans cette logique. Il met en place quelque chose, t'es sur le cul, mais 5 minutes après, bim, on retombe dans le Scream classique. C'est pas pour nous déplaire, parce que comme Scream 5, t'as encore ce côté mise en abîme qui est plaisant, mais redondant. Malheureusement, il repique encore des trucs de Scream 5, donc c'est plaisant à voir, mais tu dis, faites autre chose quand même, parce qu'il y a de la redite dans ce que vous nous dites là. Voilà, redite, dites. Voilà, je fais des jeux de mots tout seul, mais c'est même pas des jeux de mots. Bref, je suis en train de partir en live, je commence à fatiguer. Au niveau du décor de New York, parce que oui, là on est à New York, par moments ça se sent qu'ils exploitent bien le côté New York avec la scène du métro, même si des fois tu dis que c'est un peu tiré par les cheveux, genre les gars, les gens autour de vous réagissez pas. Bref, c'est justifié par un plan dans le film, mais bon, tu dis que c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais par contre, il y a une course-poursuite entre deux immeubles où les personnages doivent passer d'un immeuble à l'autre. Là, c'était réussi. Là, c'était du Scream dans New York. J'avais kiffé. Malheureusement, il y a quelques mauvais points aussi. Il y a une scène où tu as Ghostface qui utilise une arme, mais ça revient pas. Et c'est dommage. Il utilise une fois un fusil à pompe et il l'utilise mal. Et en gros, il tire dans quelqu'un, mais c'est hors champ, donc on n'a pas trop de violence et tout ça. Malheureusement, pour ce moment-là, c'est un mauvais point qui m'a un peu déçu. Mais New York, dans l'ensemble, ça passe. Voilà. C'est justifié, c'est incorporé dans la mise en scène. Ça aurait pu être plus utilisé, mais voilà. On peut se contenter de ce qu'ils nous ont fait. Alors, Scream aussi, c'est des films très gore. Et est-ce que ce film est gore ? Oui. Oui. Mais, comment dire ? Je trouve qu'ils auraient pu plus insister, comment dire ? Il y a beaucoup trop de hors-champ des fois. Il y a des meurtres hors-champ, il y a des mises à mort hors-champ. C'est dommage. Mais des fois, le film est très viscéral dans le sens où il y a des gens qui prennent très cher à se prendre beaucoup de coups de couteau. Et tu le vois. Il y a même qui se prennent des coups de couteau là où tu n'aimerais pas recevoir un coup de couteau. Je ne vais pas spoiler, je vous laisse la surprise. Mais je trouve que ce Scream possède un gros point noir. C'est que
La révélation finale sur l'identité des tueurs est ultra décevante. En fait, je pensais que le film allait nous emmener vers quelque chose que aucun Scream n'avait fait jusqu'à présent. Et j'ai pas envie de spoiler. Comment je peux faire sans trop spoiler? Bon allez, je vais spoiler un peu. En gros, je vais mettre un timecode jusqu'au moment où je spoil plus dans la description du podcast. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler. C'est parti. Les tueurs ont un lien avec le tueur de Scream 5. Et j'ai trouvé ça mais nul. Ils ont loupé une opportunité parce que dès la scène d'intro, on voit le visage du tueur, genre Ghostface tue quelqu'un, et bim, le mec enlève son masque, et c'est un des acteurs de The Grand Budapest Hotel, celui qui joue Flash dans Spider-Man, les derniers Spider-Man, bref. Et là tu dis, wow, ok, dès le début je sais qui est le tueur, et donc cette scène d'intro, c'est pour ça que je la trouve folle, quoi. Il place quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et après, tu suis le tueur jusqu'à chez lui. Il croise même les personnages principaux. Ils se connaissent et tout ça. Et tu dis, waouh, ça va être trop bien. On va suivre le tueur. Sauf que non. En fait, le film te rappelle à l'ordre. Et ce gars-là se fait tuer par les vrais tueurs des films, quoi, en fait. Du film, pardon. Et à la fin, tu découvres que c'est la famille du tueur de Scream 5. Et c'est dommage. Parce que le film te met en place une sorte de musée à tous les anciens Scream et tout ça. Et moi, je pensais qu'ils allaient partir dans une espèce de... En fait, ça parle de la fanbase. Tout le film te parle de tous les fans toxiques, en fait, les réseaux sociaux, avec les gens très toxiques sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ça y est, on va partir sur une espèce de fanbase complètement tordue des événements de Scream. Qui sont complètement fans de Scream et tu vas tomber sur une armée de Ghostface en fait, mais c'est des gens anonymes quoi, tu sais pas qui c'est. Et tu vois les personnages dépassés par ça parce que les tueurs n'ont aucun lien avec eux. Donc ça aurait été trop bien, trop bien. Mais non, le film veut absolument que les tueurs soient 3 et que ce soit la famille de l'ancien tueur. Sérieux, quand j'ai vu ça, et puis la révélation, la mise en scène de cette révélation, t'as l'impression que c'est le retournement de situation du siècle, mais c'est naze, franchement c'est naze. En fait, le film te tend quelque chose, tu te dis putain ça va être trop bien, et tu finis avec ça, grosse déception. Et les tueurs, je trouve qu'ils n'avaient pas de charisme, enfin je sais pas, ça matchait pas. Donc voilà, j'ai trouvé le climax vraiment dommage. Le film met en place, toujours dans la continuité de l'opus précédent, la relation entre les deux sœurs est plutôt cool. Voilà, c'est pas neuneux, c'est cool, c'est bien fait. Et j'ai bien aimé parce que tu t'attaches beaucoup aux survivants de Scream 5 en fait. C'est vraiment cool, tu t'attaches beaucoup à ce groupe de personnages et les acteurs sont très bons. Donc ça c'est cool. Et tu ressens un peu la même empathie que tu avais par rapport au personnage d'origine de Scream. Donc ça c'est cool, ils ont plutôt réussi ce côté-là. Mais encore le climax, c'est le gros point noir du film, quoi. C'est dommage. Donc je sais pas ce qu'ils peuvent faire par la suite, mais c'est très redondant. La mise en abîme est plaisante mais redondante. Donc j'espère qu'ils vont essayer d'être plus original sur la suite. Parce que c'est sûr qu'il y aura un Scream 7, c'est sûr et certain. Même, alors ça c'est cool, la fin de Scream 6 n'est pas très ouverte. Genre, l'histoire est bien conclue. On ne s'arrête pas sur une fin ouverte où genre là le film se suffit à lui-même. Il peut conclure la saga s'il le veut. Mais tu sens quand même qu'il y aura une suite. Bref, c'est toujours inférieur à Wes Craven, mais ça n'a pas la prétention d'atteindre le niveau de Wes Craven encore. Donc voilà, c'est comme Evil Dead en vrai. Même si je préfère les derniers Evil Dead que Scream 6. Donc voilà. Je vous conseille quand même de le voir parce que ça reste un slasher fun. De tous les derniers slashers qui sont sortis, franchement, et les 2 derniers Scream, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les films de Christopher Landon, putain, un Scream de Christopher Landon, ce serait vraiment bien. Alors Christopher Landon, c'est celui qui a fait les Happy Birthday et Freaky. J'aimerais bien savoir ce qu'il pourrait faire avec la saga si les 2 réalisateurs actuels de Scream lâchent le morceau. Mais s'il reste, ça me gênerait pas. Mais les gars, s'il vous plaît,
faites quelque chose de plus original par rapport à la mise en abîme. Voilà, là vous avez un peu tapoté du pied avec les 2 Scream, de la Elevated Horror, de tous les trucs genre Requel et tout ça, de toute la tendance actuelle. Faites quelque chose d'autre, je sais pas, mais en ce moment il y a beaucoup du truc multivers et tout ça, donc je sais pas. Faites ce que vous voulez, mais bref, faut trouver quelque chose d'autre pour Scream 7. Et bah écoutez, c'était le dernier film de cette émission, donc voilà, c'est la fin de cette émission de septembre. Voilà tous les films que j'ai vus ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur Insta, faire des commentaires, je sais. Vous pouvez noter le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Le podcast est disponible partout. N'hésitez pas à faire des retours, même sur YouTube. Il y a une partie commentaires sur YouTube, parce que maintenant je les mets en ligne sur YouTube, les émissions. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez savoir l'actualité du podcast, ne pas rater les émissions, etc. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Et surtout, maintenant, nouvelle nouveauté, je me suis créé un compte Letterboxd, donc vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Je mettrai un lien aussi dans la description du podcast. Des fois, je fais des critiques de films ou alors vous voulez voir, pas forcément des films d'horreur, hein, mais voilà, si vous voulez aussi voir les films que je regarde et les avis que j'ai. Dernièrement, j'ai critiqué The Whale de Darren Aronofsky. Voilà, bref, le mec qui a fait Black Swan et Mother. J'ai aussi critiqué Astérix et l'Empire du Milieu. Hein, allez voir. Bref, je vous dis à la prochaine, au mois prochain, en octobre pour Halloween. Allez, prenez soin de vous, regardez des films d'horreur, mais flippez pas trop. On se retrouve au mois d'octobre pour la prochaine table de l'horreur. Allez, ciao tout le monde.